Clermont-Ferrand, en 2022, conservait encore l'atmosphère typique d'une ville de province en Auvergne. Les rues, l'après-midi, semblaient familières avec les mobylettes qui passaient de temps à autre et la voix des marchands ambulants proposant leurs produits. Dans une ruelle étroite près du marché Saint-Pierre, se tenait une modeste échoppe de bouillon avec une enseigne en bois dont la peinture commençait à s'écailler. L'inscription au-dessus était presque illisible. Cependant, pour les habitants du quartier, l'endroit était très connu. Le bouillon de Martine. L'échoppe n'avait jamais paru luxueuse. Le toit était en vieille tuile, les murs à moitié en parpaing, à moitié en planche. De longs bancs en bois servaient de sièges aux clients. C'était justement cette simplicité qui mettait les gens à l'aise. Chaque après-midi, l'arôme du bouillon de bœuf fumant d'une grande marmite sur le fourneau se répandait dans la ruelle. Cette odeur savoureuse agissait comme un aimant, attirant des gens de tous horizons. Martine, une femme de près de 50 ans, se tenait derrière le comptoir en bois. Elle était un peu corpulente, avec un visage amical. Son sourire était presque toujours présent. Bien que les rides sur son visage soient de plus en plus marquées, les gens la connaissaient comme une personne patiente, affectueuse et jamais fatiguée de servir. Elle remuait le bouillon, façonnait la pâte des boulettes, puis servait bol après bol avec une attention méticuleuse. À côté d'elle se trouvait André, son fils unique qui entrait à peine dans l'adolescence. Le garçon était vif, aimant aider sa mère à nettoyer les tables, à porter les bols ou simplement à saluer les clients d'un ton joyeux. Cet après-midi-là, comme d'habitude, André courait de la cuisine aux tables des clients. Il annonça qu'il n'y avait plus de sauce piquante. Martine se tourna en souriant et dit à André d'aller chercher la nouvelle bouteille pour que les clients n'attendent pas. Le bouillon était toujours plein. Il y avait Pierre, le chauffeur de taxi qui s'arrêtait toujours après son service. Il y avait Sophie, la maraîchère qui aimait plaisanter. Quelques étudiants d'une université privée de Clermont-Ferrand venaient aussi souvent, surtout le week-end. La petite échoppe semblait être un point de rencontre intergénérationnel et professionnel. Cependant, il y avait une chose qui faisait l'objet de discrètes conversations. Le goût des boulettes de Martine était considéré comme différent. Plus tendre, plus savoureuse, avec un bouillon qui semblait avoir un arôme particulier. Certains clients blaguaient parfois en disant qu'il devait y avoir une recette secrète. Chaque fois qu'elle entendait cela, Martine riait simplement en disant que le secret était simplement de cuisiner avec le cœur. Malgré ce rire, au fond d'elle-même, Martine cachait une inquiétude. Depuis quelques mois, elle recevait une livraison de viande moins chère d'un fournisseur nommé Samuel. C'était un homme à l'apparence simple, qui venait souvent porter un grand sac noir rempli de viande. Tous les 2 ou 3 jours, il apparaissait dans la ruelle étroite, déposait sa marchandise et repartait rapidement. Pour Martine, ce prix bas était comme une bénédiction. La pandémie avait mis de nombreuses entreprises en faillite. Le prix de la viande de bœuf avait grimpé en flèche. Sans l'approvisionnement de Samuel, son échoppe aurait peut-être déjà fermé. Cependant, à plusieurs reprises, Martine sentit quelque chose d'étrange dans l'arôme de cette viande. Une odeur fugace, qui disparaissait une fois cuisinée. Elle essayait de l'ignorer, pensant que ce n'était que son imagination. Cet après-midi-là, l'échoppe était bondée. André s'affairait à nettoyer les tables, tandis que Martine servait patiemment. Dans un coin de la salle était assis un jeune homme inconnu, nommé Rémi. Un étudiant en droit de Lyon, qui se trouvait être en recherche à Clermont-Ferrand. Il regardait le bol de boulettes devant lui d'un air curieux. Après avoir pris la première cuillère, il fronça les sourcils. Le goût était bon, mais il y avait quelque chose de différent. Martine s'approcha de lui et lui demanda comment il trouvait cela. Rémi répondit, « C'est bon, mais unique, car les boulettes sont très denses. » Martine gloussa, essayant de cacher sa nervosité. Elle dit simplement à Rémi de revenir si cela lui plaisait. Rémi hocha la tête, bien que son esprit fût rempli d'interrogations. La nuit commençait à tomber, l'échoppe était toujours animée. Dehors, les lampadaires s'allumaient faiblement, des enfants couraient en riant. Personne ne réalisait que la chaleur de cet après-midi serait bientôt secouée par une nouvelle effroyable. Parmi les clients se trouvait un journaliste local nommé Didier. Il était venu exprès, non pas pour manger, mais pour chercher un sujet d'article. Les rumeurs sur le goût différent des boulettes de Martine lui étaient parvenues depuis longtemps. Avec un regard curieux, il observait chaque bol sortant de la cuisine. Didier était connu comme un journaliste qui aimait exagérer les histoires pour qu'elles se vendent rapidement dans l'hebdomadaire local. Pendant ce temps, dans la maison voisine, Yvette était assise et regardait l'échoppe de Martine depuis sa fenêtre. Son cœur était rempli d'envie. Autrefois, elle avait aussi essayé de vendre du bouillon, mais personne ne venait.
Voir l'échoppe de Martine toujours pleine la rendait malade. Elle se murmura à elle-même qu'il devait y avoir quelque chose de louche. Dans son cœur, elle attendait l'occasion de faire tomber Martine. Non loin de là, dans la petite église du quartier, le père Antoine venait de terminer le catéchisme pour les enfants. Il s'arrêtait souvent à l'échoppe de Martine pour siroter un bouillon chaud. Pour lui, Martine était une personne simple qui se battait sincèrement pour son fils. Mais ce soir-là, pour une raison inconnue, le père Antoine avait le cœur lourd. Comme si quelque chose n'allait pas autour de cette échoppe. Au milieu de l'agitation, Rémi sentit soudain quelque chose de dur sous sa langue. Il arrêta de mâcher, puis sortit prudemment un petit objet de sa bouche. Dans sa paume, on pouvait voir un petit morceau de couleur pâle, grisâtre. Sa forme était incurvée, ressemblant à un ongle humain. Son cœur se mit à battre la chamade. Il fixa l'objet longuement, espérant s'être trompé, mais la forme était trop claire. Martine vit le visage de Rémi changer et lui demanda s'il y avait un problème avec ses boulettes. Rémi ferma précipitamment la main, essayant de ne pas faire d'esclandre. Il répondit brièvement que tout allait bien, qu'il avait juste mangé trop épicé. Il cacha le morceau dans une serviette en papier, le mit dans sa poche, paya rapidement et quitta l'échoppe d'un pas pressé. Sur le chemin du retour, ses pensées étaient confuses. Était-ce bien ce qu'il venait de voir? Était-ce une simple coïncidence ou vraiment un ongle humain? Rémi refusait d'imaginer le pire, mais son instinct d'étudiant en droit lui fit prendre conscience qu'il venait de trouver quelque chose qui pourrait secouer toute la ville. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand semblait encore calme. Le bouillon de Martine ferma sa porte avec le même sourire amical que d'habitude. Mais derrière ce sourire, l'inquiétude commençait à grandir. Personne ne savait que la petite décision d'accepter une livraison de viande bon marché de Samuel entraînerait Martine et André dans une terrible tempête. Le matin à Clermont-Ferrand commençait toujours avec le chant du coq et l'agitation du marché traditionnel qui ne désemplissait jamais. Martine avait l'habitude de se lever avant l'aube. Elle allumait le fourneau, préparait la grande marmite et faisait bouillir le bouillon d'os de bœuf pour que l'arôme s'imprègne dès le début. André dormait encore profondément lorsque sa mère commençait à travailler. Le garçon ne se réveillait que lorsque l'odeur du bouillon emplissait leur petite maison. C'était un samedi, jour de grand marché. Les rues autour du marché Saint-Pierre étaient bondées de maraîchers, d'acheteurs et du son des négociations qui fusaient. L'échoppe de Martine se trouvait dans une petite ruelle non loin de là, si bien que chaque jour de marché était toujours plus animé que d'habitude. Les clients fatigués de leurs achats s'arrêtaient généralement pour se remplir l'estomac avant de rentrer chez eux. André aidait sa mère à dresser les tables, à préparer les bouteilles de vinaigre, la sauce piquante et la moutarde. Bien qu'il ne soit qu'un adolescent, il était déjà habitué à travailler dur. Ses mains étaient agiles, ses yeux pétillaient. Chaque fois qu'il voyait un client arriver, il était fier de pouvoir aider sa mère à tenir l'échoppe. Même si, au fond de lui, il avait aussi souvent pitié de voir le visage de sa mère de plus en plus fatigué. Vers midi, l'échoppe était déjà pleine. Pierre, qui passait ses journées à la station de taxi, était assis sur le long banc. Il cria d'une voix forte pour qu'on lui prépare rapidement son bol supplémentaire. André sourit et apporta la commande en trottinant. De l'autre côté, Sophie, la maraîchère, plaisantait avec un étudiant qui mangeait. L'atmosphère de l'échoppe était chaleureuse et familière. Au milieu de cette agitation, Didier, le journaliste local, réapparut. Il commanda un bol de boulettes, mais ses yeux balayaient surtout la salle. Il notait de petites choses dans son carnet, de qui venaient à la façon dont Martine servait. Dans son esprit, la rumeur sur le goût différent des boulettes pouvait devenir un gros titre. Il n'attendait que le bon moment. Dans la maison voisine, Yvette épiait à nouveau par la fenêtre. Elle était de plus en plus agacée de voir que l'échoppe de Martine ne désemplissait jamais. Elle-même avait arrêté de vendre depuis longtemps car elle était toujours à perte. Son cœur s'échauffait. Chaque fois qu'elle entendait un client louer la saveur des boulettes de Martine, elle marmonnait dans son coin qu'un jour, les gens connaîtraient le sombre secret derrière cette échoppe. Pendant ce temps, Père Antoine, qui venait de finir d'enseigner le catéchisme aux enfants, arriva à l'échoppe en fin d'après-midi. Il s'assit sur une chaise près de la porte en sirotant le bouillon. Son sourire chaleureux était toujours apaisant. Il conseillait souvent à Martine d'être patiente face à une vie de plus en plus difficile. Aux yeux du Père Antoine, Martine était une femme qui se battait durement pour son fils. Bien que les épreuves se succèdent, ce jour-là, Martine semblait plus sombre que d'habitude. Elle continuait de servir avec le sourire, mais son regard était souvent vide. André observait sa mère avec inquiétude. Une fois l'échoppe un peu plus calme, André s'approcha et dit à voix basse.
Il demanda pourquoi sa mère était si souvent dans la lune ces derniers temps. Martine se tourna un instant puis répondit brièvement qu'elle était juste fatiguée. Mais dans son cœur, elle contenait une anxiété plus profonde. Plusieurs fois, elle avait trouvé l'odeur de la viande de Samuel étrange. Une fois, alors qu'elle ouvrait le sac, une odeur piquante lui donna presque la nausée. Mais après l'avoir cuisinée avec des épices, l'odeur disparaissait comme si elle n'avait jamais existé. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'un problème de conservation. Mais cette inquiétude devenait de plus en plus difficile à ignorer. Vers le soir, les chopes étaient encore animées. Quelques étudiants de l'université étaient venus discuter en mangeant. Ils plaisantaient sur le fait que les boulettes de Martine avaient un goût différent de celles des autres échoppes. L'un d'eux lança qu'il y avait peut-être un ingrédient secret à l'intérieur. Tout le monde rit, y compris Martine qui tentait de dissimuler son malaise. André observait discrètement le visage de sa mère. Ce sourire semblait forcé. Au fond de lui, il s'inquiétait. Il voulait poser plus de questions sur le fournisseur de viande, mais il avait peur d'offenser sa mère. Il ne pouvait qu'espérer que tout irait bien. Alors que l'échoppe était sur le point de fermer, Yvette passa devant en jetant un regard méprisant. Elle dit à mi-voix, mais suffisamment fort pour être entendue par quelques clients, que les boulettes de Martine avaient vraiment un goût étrange, pas comme du bœuf ordinaire. Ces mots firent se retourner quelques personnes. Martine ne put qu'offrir un sourire las tout en rangeant les tables. Cependant, son cœur se serrait de plus en plus. Le même soir, Rémi revint à l'échoppe. Cette fois, il s'assit plus longtemps, observant attentivement l'atmosphère. Depuis qu'il avait trouvé cet étrange petit morceau dans son bol la fois précédente, son esprit n'était jamais tranquille. Il essayait d'agir normalement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais son regard se tournait de temps en temps vers la grande marmite dans la cuisine. Père Antoine, toujours assis dans son coin, remarqua Rémi. Il lui demanda d'un ton amical. « C'est la première fois que vous venez ?» Rémi esquissa un léger sourire et répondit qu'il était juste de passage. Au fond de lui, Rémi était confus. Il ne savait pas à qui partager son histoire. S'il parlait à tort, cela pourrait être de la diffamation envers Martine, qui semblait manifestement sincère. Mais s'il se taisait, la vérité pourrait ne jamais être révélée. La nuit avançait. Après le départ du dernier client, Martine ferma l'échoppe, le visage épuisé. André l'aidait à ranger les chaises. Derrière la fatigue, il y avait un soulagement que la journée se soit passée sans incident, mais l'inquiétude restait collée à son cœur. Pendant ce temps, chez elle, Yvette était assise en train d'écrire quelque chose dans un carnet. Elle prévoyait de contacter un journaliste pour répandre la rumeur sur l'étrange échoppe de boulettes. Dans son esprit, c'était l'occasion en or de faire tomber Martine et de fermer cette échoppe qui la rendait si jalouse. Ailleurs, Didier rédigeait une ébauche d'article avec un titre provocateur. Il n'avait pas encore de preuves solides, mais il était convaincu que la rumeur suffirait à faire sensation auprès des lecteurs. Il n'avait besoin que d'un petit incident pour déclencher la tempête. Quant à Rémi, il retourna à sa chambre d'étudiant le cœur lourd. Il alluma la lampe de son bureau et ouvrit la serviette en papier qu'il gardait toujours. Le petit morceau était toujours là. Sa forme était trop évidente. Ce n'était sûrement pas du cartilage. Il se souvint du visage amical de Martine et du rire d'André. Son cœur balança. Mais en tant que futur homme de loi, il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Dans la petite église, Père Antoine terminait sa prière du soir en murmurant pour que Dieu protège les habitants du quartier de la calomnie et du malheur. Son cœur était toujours lourd, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand semblait calme. Mais derrière cette tranquillité, les graines de l'inquiétude étaient déjà semées dans le cœur de plusieurs personnes. Certains attendaient la vérité, d'autres étaient avides de rumeurs, et certains préparaient discrètement un plan pour faire tomber la modeste échoppe de boulettes qui tenait toujours bon, mais dont l'ombre noire commençait à se rapprocher. Le lendemain, le soleil de Clermont-Ferrand se leva avec une douce lumière. Martine était déjà dans la cuisine depuis l'aube. Ses mains s'activaient à préparer la pâte. Mais son cœur était rempli d'anxiété. Le sac noir que Samuel venait de livrer la veille au soir était toujours appuyé dans un coin de la cuisine. La vague odeur piquante se fit à nouveau sentir. Elle essaya de se couvrir le nez avec un tissu, puis versa le contenu du sac sur la table. La viande semblait rouge foncé, plus dense que le bœuf habituel. André entra, portant un seau d'eau chaude. Le garçon vit le visage tendu de sa mère. Il demanda d'une voix prudente, « Il y a un problème avec la viande ?» Martine resta silencieuse un instant, puis répondit brièvement que tout allait bien, mais son regard ne pouvait mentir. Il y avait une agitation qu'elle avait de plus en plus de mal à cacher à son propre fils.
Ce matin-là, l'échoppe ouvrit un peu plus tard que d'habitude. Quelques clients attendaient déjà devant la porte. Pierre frappa même en plaisantant pour que Martine ne soit pas paresseuse. Le sourire amical de Martine resta forcé. André ouvrit rapidement la porte. Les clients commencèrent à entrer un par un. Au milieu de l'agitation, Yvette passa à nouveau. Elle parla à une autre voisine d'une voix délibérément forte. Elle dit que la viande bon marché n'était généralement pas normale. Ce n'était peut-être pas du vrai bœuf. Plusieurs personnes qui l'entendirent se mirent à chuchoter. Même si tous n'y croyaient pas, la graine du doute commençait à germer. Martine, qui entendait de loin, ne pouvait que se mordre la lèvre, retenant sa colère et sa tristesse. Vers midi, Rémi revint. Cette fois, il avait un carnet de notes. Il s'assit dans un coin de l'échoppe, observant chaque mouvement de Martine. De la façon dont Martine servait au petit rire d'André, Rémi sentait qu'il était impossible qu'ils soient tous les deux impliqués dans quelque chose de maléfique. Cependant, le petit morceau qu'il gardait dans sa chambre restait un grand point d'interrogation. Il nota dans son carnet qu'il devait contacter une connaissance à la faculté de médecine. Didier, également présent ce midi-là, était de plus en plus ravi. Il avait entendu les rumeurs d'Yvette et les nota rapidement. Dans son ébauche d'article, il avait déjà écrit une phrase qui laissait entendre au lecteur qu'il était possible que la viande de l'échoppe ne soit pas purement du bœuf. Il savait que cette nouvelle pourrait faire sensation, mais il se fichait des sentiments de Martine. Pour lui, l'attention des lecteurs était plus importante que la vérité. En fin d'après-midi, l'échoppe fut de nouveau bondée. Le bruit des cuillères heurtant les bols. Les rires des étudiants, mêlés aux conversations des chauffeurs de taxi, donnaient l'impression que tout était normal. Mais derrière cela, Martine continuait de se sentir mal à l'aise. Plusieurs fois, elle sentit une odeur inhabituelle de la viande. Bien que les épices puissantes du bouillon la masquent, son cœur était de plus en plus convaincu que quelque chose n'allait pas. André observait discrètement sa mère. Il vit la main de sa mère trembler légèrement en versant la pâte dans la marmite. Le garçon prit finalement son courage à deux mains. Il dit doucement que si cette viande n'était pas sûre, il valait mieux ne pas l'utiliser. Martine se tourna, regarda le visage de son fils, puis soupira longuement. Elle répondit que sans cette viande bon marché, leur échoppe ne pourrait pas survivre. Le prix du bœuf au marché était trop élevé et les clients ne pourraient probablement pas payer si le prix des boulettes augmentait. Ces mots firent taire André. Il était encore jeune, mais il comprenait à quel point sa mère se battait. Dans son cœur, il ne pouvait que prier pour que tout aille bien. Vers le soir, après le départ des clients, Martine ferma l'échoppe, le visage épuisé. Elle s'assit sur la chaise en bois, regardant la grande marmite vide. André s'assit à côté d'elle. L'atmosphère était silencieuse, seulement remplie du son des grillons à l'extérieur. Soudain, de l'église, on entendit les cloches sonner pour l'angélus du soir. Martine regarda en direction de l'église, puis dit à voix basse qu'il était peut-être temps pour elle de demander conseil au père Antoine. Ce soir-là, Martine se rendit à la petite église. Le père Antoine était encore assis après la prière, lisant son bréviaire calmement. Quand Martine arriva, le prêtre sourit et l'invita à s'asseoir. D'une voix tremblante, Martine raconta qu'elle sentait souvent que la viande qu'elle utilisait n'était pas normale, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le père Antoine écouta patiemment, puis dit que toute entreprise honnête serait toujours protégée. Mais s'il y avait un doute, il valait mieux être prudent. Il ajouta qu'il ne fallait pas que les revenus gagnés nuisent au corps et à l'âme. Ces mots frappèrent le cœur de Martine. Elle se sentit de plus en plus confuse, partagée entre maintenir son échoppe en vie ou arrêter d'acheter la viande de Samuel. D'un autre côté, elle avait peur que les rumeurs répandues par Yvette ne s'amplifient. Pendant ce temps, Rémi retourna à sa chambre d'étudiant d'un pas rapide. Il alluma la lampe de bureau, ouvrit son carnet de notes et écrivit son plan pour apporter le petit morceau au petit laboratoire de la faculté de médecine. Il savait que cette découverte pourrait être la clé. Mais il était aussi conscient que si ses soupçons se confirmaient, cette simple échoppe pourrait devenir le centre d'une tempête qui secourait toute la ville. Chez elle, Yvette était de plus en plus excitée. Elle avait déjà prévu de rencontrer Didier pour lui transmettre les rumeurs qu'elle avait elle-même entendues. Elle était convaincue que si cette rumeur était écrite dans le journal, les habitants cesseraient de venir à l'échoppe de Martine. Dans son cœur, elle se sentait satisfaite à l'idée d'imaginer l'échoppe vide et fermée. La nuit s'avançait. Martine rentra chez elle avec André. Elle s'allongea sur son lit en regardant le plafond. Les visages des clients lui apparurent un par un dans son esprit. Il y avait la peur qu'il découvre un jour une vérité plus horrible. André, endormi à côté d'elle, la fit pleurer.
Elle murmura dans son cœur pour que Dieu protège son fils de la calomnie. Personne ne savait qu'à ce moment-là, Samuel était assis dans une maison de location en périphérie de la ville. Il alluma une cigarette en comptant l'argent de ses ventes. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il savait que la viande qu'il fournissait avait permis à l'échoppe de Martine de survivre. Mais il savait aussi qu'un jour, les soupçons surgiraient. Pour Samuel, tout n'était qu'une question de temps, et il était déjà prêt à déménager si la situation devenait trop chaude. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand semblait profondément endormi. Mais derrière le silence, un grand secret attendait d'être révélé. La simple échoppe dans la petite ruelle semblait être le point de départ d'une grande tempête qui s'approchait lentement. Ce matin-là, Clermont-Ferrand fut frappé par une pluie battante. Les rues autour du marché Saint-Pierre étaient boueuses, obligeant les commerçants à placer des sacs de jute devant leurs étals pour que les clients ne glissent pas. L'échoppe de Martine, habituellement bondée dès le matin, semblait plus calme. Quelques clients fidèles vinrent quand même. Mais la plupart choisirent d'attendre que la pluie se calme. Martine était assise derrière le comptoir, remuant lentement le bouillon. Son visage était sombre. Ses yeux fatigués regardaient à plusieurs reprises le sac de viande toujours appuyé dans le coin de la cuisine. L'odeur vague du sac lui serrait à nouveau la poitrine. Elle baissa la tête, priant dans son cœur pour que tout cela ne soit que son imagination. André entra, portant un seau d'eau. Il vit sa mère assise, perdue dans ses pensées. Le garçon essaya de détendre l'atmosphère en disant que la pluie apporterait peut-être la bonne fortune. Les clients viendraient plus nombreux une fois l'averse passée. Martine esquissa un léger sourire, même s'il était clair que ce sourire ne servait qu'à rassurer son fils. Dans la journée, Rémi revint. Cette fois, il n'était pas seul, mais accompagné d'une amie de la faculté de médecine de Lyon, nommée Chloé. Ils s'assirent dans un coin de l'échoppe en faisant semblant de commander. Après quelques cuillères, Chloé regarda Rémi d'un air sérieux. Elle murmura doucement que la texture de cette viande était différente, trop dense et pas la même que celle des boulettes habituelles. Rémi prit de petites notes, puis regarda la grande marmite dans la cuisine avec une suspicion grandissante. Dans son cœur, il était déterminé à apporter rapidement le petit morceau qu'il gardait au laboratoire. Il ne pouvait plus se fier uniquement à son instinct. Il avait besoin de preuves. Pendant ce temps, à une autre table, Didier était assis et prenait des notes. Le journaliste local semblait excité. Il avait déjà entendu les rumeurs d'Yvette et sentait maintenant qu'il avait une raison solide d'écrire une nouvelle encore plus sensationnelle. Dans son carnet, il écrivit un grand titre au ton provocateur. Pour lui, une rumeur exagérée était plus intéressante que la réalité. Yvette elle-même était de plus en plus occupée à répandre la nouvelle. Elle racontait aux voisins que la viande de l'échoppe de Martine n'était pas purement du bœuf. Ces mots se propagèrent rapidement de bouche à oreille. Certaines personnes qui mangeaient toujours à l'échoppe commencèrent à douter. Quelques-uns choisirent même de s'éloigner. Cet après-midi-là, lorsque la pluie se calma, le père Antoine vint à l'échoppe. Il s'assit sur la chaise en bois, souriant d'un air apaisant. Il dit à Martine de ne pas trop écouter les commérages. Mais il lui rappela aussi d'être prudente avec chaque revenu qu'elle recevait. Ces mots rendirent Martine encore plus confuse. La nuit tomba, l'échoppe redevint calme, plutôt que d'habitude. Martine ferma la porte, le visage fatigué. André aida à ranger les tables, puis s'assit à côté de sa mère. Le garçon prit finalement son courage à deux mains et dit que s'il continuait à utiliser cette viande, il avait peur que quelque chose de grave n'arrive. Martine regarda longuement son fils, puis soupira profondément. Elle dit à voix basse qu'ils n'étaient que tous les deux au monde. Il n'y avait personne d'autre. Si l'échoppe fermait, comment pourrait-il vivre? Dans sa chambre d'étudiant, Rémi alluma la lampe de bureau et ouvrit la serviette en papier plié qu'il gardait depuis plusieurs jours. Le petit morceau était toujours là. Il le prit en photo avec son téléphone et l'envoya à Chloé. Peu de temps après, un message de réponse arriva. Chloé écrivait qu'elle était presque certaine que c'était un ongle humain. Rémi resta silencieux. Son cœur battait la chamade. Cette nuit-là, il ne put dormir. Les mots de Chloé résonnaient dans sa tête. Il réalisa que ce qu'il avait trouvé pouvait changer la vie de nombreuses personnes. Mais il savait aussi que porter cette affaire devant la police signifiait entraîner Martine dans la tempête. Il se sentait pris entre deux feux, mais sa détermination à trouver la vérité se renforçait. Chez elle, Yvette riait doucement en discutant avec deux voisines. Elle disait que l'échoppe de Martine serait peut-être bientôt fermée. Ces mots firent que certaines personnes commencèrent à croire que la rumeur était vraie. Didier, chez lui, était occupé à taper son article.
Il écrivit qu'il y avait une possibilité que la viande de l'échoppe provienne d'une source suspecte. Il ajouta que certains habitants commençaient à avoir peur. Bien qu'il n'ait pas encore de preuves réelles, il était convaincu que la nouvelle ferait sensation au marché. Dans leur modeste maison de location, Martine était allongée, regardant le plafond. André dormait déjà à côté d'elle, mais ses yeux restaient ouverts, pleins d'agitation. Elle se souvint des paroles du père Antoine, du son des rumeurs d'Yvette, du regard étonné des clients et de cette étrange odeur de viande. Tout se mélangeait, lui serrant la poitrine. Elle murmura dans son cœur pour que Dieu lui montre une issue. Ailleurs, Samuel était assis dans un petit café. Il alluma une cigarette, regarda la rue sombre et sourit légèrement. Il savait que les rumeurs sur l'échoppe de Martine commençaient à se répandre. Pour Samuel, ce n'était pas un problème. Tant qu'il faisait du profit, quiconque était impliqué n'était qu'un pion. Il se sentait en sécurité car le réseau qui le protégeait était assez solide. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand replongea dans le silence. Mais derrière ce silence, un sombre secret se rapprochait de la surface. Rémi se préparait à aller plus loin. Martine était hantée par la culpabilité. Yvette était de plus en plus joyeuse de répandre les rumeurs. Didier préparait une nouvelle sensationnelle et Père Antoine priait pour que son quartier soit épargné par la calomnie. Personne ne savait que le lendemain, la petite démarche de Rémi porterait cette affaire aux portes de la police. Le matin à Clermont-Ferrand était doux après une nuit de pluie. Les rues étaient encore humides. Un air frais enveloppait les maisons modestes autour du marché Saint-Pierre. Dans la petite ruelle, l'échoppe de Martine semblait silencieuse. La porte était encore fermée, alors qu'elle était habituellement ouverte dès le matin. Martine était assise sur une chaise en bambou, le visage fatigué, regardant le sac vide de Samuel appuyé dans le coin de la cuisine. Elle essuya la sueur de son front. Bien qu'il ne fasse pas chaud, son cœur était de plus en plus agité. Comme s'il y avait un fardeau qu'elle ne pouvait pas lâcher. André entra, apportant un seau d'eau pour laver la vaisselle. Il s'arrêta un instant, voyant le visage sombre de sa mère. Il dit doucement qu'il ne devrait peut-être plus acheter de viande à Samuel. Martine se tourna, essayant de sourire, puis répondit que tout irait bien. Mais ce sourire ne pouvait cacher l'agitation dans ses yeux. Pendant ce temps, sur le campus de l'université à Lyon, Rémi se préparait à apporter le petit morceau qu'il gardait depuis la première nuit. Il l'emballa soigneusement et le mit dans un sac en plastique transparent. Avec précaution, il alla voir Chloé, son amie de la faculté de médecine. Chloé l'accueillit avec un regard sérieux. Ils s'assirent dans une petite salle de laboratoire, loin de l'agitation des autres étudiants. Rémi ouvrit le plastique et montra l'objet. Chloé le prit avec une pince et le plaça sous une loupe éclairante. Ses yeux se plissèrent, ses sourcils se froncèrent. Pendant plusieurs minutes, elle l'observa attentivement. Finalement, elle dit d'un ton bas mais ferme qu'elle était presque certaine que c'était un ongle humain. La couche de kératine et la forme incurvée ne pouvaient pas provenir d'un animal. Rémi resta silencieux. Son cœur battait vite. Il baissa la tête, déglutit, puis demanda s'il était possible qu'elle se trompe. Chloé secoua lentement la tête. Elle ajouta que s'il y avait encore un doute, il pourrait apporter l'objet au petit laboratoire de médecine légale de la faculté. Cependant, elle affirma que la probabilité d'erreur était très faible. Cette vérité fit chanceler Rémi intérieurement. Il regarda la table du laboratoire, sentant sa poitrine se serrer. Il se souvint du visage amical de Martine et de l'innocence d'André. Il se souvint aussi de l'odeur savoureuse du bouillon et des rires des clients. Tout semblait entrer en collision avec la réalité effroyable qu'il venait d'entendre. Au même moment, à Clermont-Ferrand, Yvette était de plus en plus occupée à répandre des rumeurs. Elle racontait à plusieurs voisins qu'elle avait entendu dire que la viande utilisée par Martine était étrange. Elle affirmait que le prix bas devait avoir une raison. Ces mots rendirent certains voisins anxieux. Certains commencèrent à avoir peur de manger là-bas. D'autres étaient de plus en plus convaincus que l'échoppe de Martine cachait un sombre secret. Didier, le journaliste local, n'était pas en reste. Il avait déjà écrit un article avec un gros titre provocateur. Sa nouvelle n'était pas encore publiée, mais il était convaincu qu'une fois qu'elle paraîtrait dans l'hebdomadaire, tout le monde en parlerait. Pour lui, c'était l'occasion de devenir un journaliste largement reconnu, même si c'était en effrayant la population. Vers le soir, Père Antoine s'arrêta à nouveau à l'échoppe. Il vit qu'elle était plus calme que d'habitude. Il n'y avait que quelques clients fidèles. Martine le servit avec un sourire forcé. Après avoir fini de manger, Père Antoine s'approcha de Martine et lui murmura de rester patiente.
Il dit que les rumeurs se propageaient facilement, mais que la vérité ne pouvait pas être cachée éternellement. Ces mots firent baisser la tête à Martine. Ses larmes faillirent couler. La nuit, Rémi retourna à sa chambre d'étudiant d'un pas chancelant. Il alluma la lampe de bureau et s'assit, pensif. Ses notes étaient ouvertes devant lui. Il écrivit que cette vérité était trop lourde à porter seul. Il savait que la prochaine étape était de le signaler aux autorités. Mais son cœur hésitait. Il imaginait ce que ressentirait Martine en entendant cette accusation. Chez elle, Martine était assise avec André. Ils mangeaient du pain et de la soupe. André regarda sa mère, puis dit qu'il ne voulait pas que les gens continuent de médire. Il voulait que sa mère soit tranquille. Martine serra son fils fort contre elle, essayant de retenir ses larmes. Dans son cœur, elle priait pour que la tempête se calme rapidement. Mais cette nuit-là fut le début d'une tempête encore plus grande. Rémi avait décidé que le lendemain matin, il apporterait cette preuve à la police. Il ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Son instinct de futur homme de loi le forçait à agir. D'un autre côté, Samuel était assis dans sa maison de location, regardant une vieille télévision. Les nouvelles sur le prix de la viande de bœuf, qui continuait d'augmenter, le firent sourire. Il se sentait en sécurité, car de plus en plus d'échoppes étaient tentées par ces prix bas. Il se fichait de savoir qui achetait. Pour lui, tout n'était qu'une question d'argent. Il ne savait pas qu'une de ses actions avait commencé à lever le voile sur le sombre secret qu'il cachait. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand semblait calme de l'extérieur. Les lampadaires brillaient faiblement, le son des grillons remplissait l'air. Mais derrière cette tranquillité, deux mondes différents s'affrontaient. D'un côté, Martine, qui voulait juste que son échoppe survive pour son fils unique. De l'autre, Rémi, qui détenait la preuve qu'il y avait quelque chose de plus horrible derrière le simple bol de boulettes. Le lendemain, la décision de Rémi ouvrirait la voie à une enquête officielle. Et à partir de ce moment, la vie de Martine ne serait plus jamais la même. Ce matin-là, le ciel de Clermont-Ferrand était couvert. Des nuages gris pendaient bas, rendant l'atmosphère du marché plus bruyante que d'habitude. Les gens voulaient faire leurs courses rapidement, avant que la pluie ne tombe. Mais dans un bâtiment modeste du centre-ville, l'atmosphère était bien différente. Rémi se tenait, le visage tendu, devant la porte du commissariat de police. Sa main serrait fermement le sac en plastique transparent, contenant le petit morceau qu'il gardait depuis le premier jour où il avait mangé à l'échoppe de Martine. Après avoir pris une profonde inspiration, il entra. Un jeune inspecteur l'accueillit, lui demandant la raison de sa venue. D'une voix légèrement tremblante, Rémi expliqua qu'il avait trouvé un objet suspect dans un bol de boulettes. L'inspecteur fronça les sourcils et l'emmena dans une salle de réunion. Là était assis un officier au corps robuste et aux cheveux commençant à grisonner. Son regard était perçant mais calme. C'était le commissaire Bernard. Un policier senior connu pour sa fermeté et son expérience. Rémi lui tendit le plastique. Le commissaire Bernard le regarda longuement puis demanda d'un ton neutre « Êtes-vous sûr que cet objet a été trouvé dans l'échoppe de Martine ?» Rémi hocha la tête fermement. Malgré la nervosité dans ses yeux, il ajouta que son amie de la faculté de médecine était presque certaine que c'était un ongle humain. Le commissaire Bernard resta silencieux un instant, puis baissa les yeux sur ses notes. Ce n'est pas une affaire anodine, pensa-t-il. Si c'est vrai, cette nouvelle pourrait secouer toute la ville. Il appela alors plusieurs de ses hommes, leur donnant l'ordre de mener l'enquête le plus rapidement possible. Il insista pour qu'il n'y ait aucune erreur, car la moindre erreur pourrait déclencher la panique parmi les habitants. Pendant ce temps, dans le quartier, l'échoppe de Martine restait ouverte comme d'habitude. L'arôme du bouillon s'échappait de la grande marmite. Quelques clients venaient encore. Bien que leur nombre ne soit pas aussi élevé que d'habitude, Martine s'efforçait de sourire aimablement, servant un par un, dissimulant l'agitation qui continuait de la ronger. André s'affairait à nettoyer les tables, ses yeux jetant des regards occasionnels à sa mère. Il savait que sa mère était anxieuse. De l'autre côté de la rue, Yvette chuchotait à nouveau à ses voisins. Elle disait qu'il était peut-être vrai que la rumeur sur la viande étrange de l'échoppe était fondée. Ces mots dissuadèrent certaines personnes de s'arrêter. D'autres osaient seulement passer en jetant un coup d'œil de loin. Peu de temps après, plusieurs voitures de police s'arrêtèrent devant l'échoppe. Les gens s'attroupèrent immédiatement, curieux. Le commissaire Bernard descendit d'un pas assuré. Son visage était sérieux. Son regard fit taire tout le monde instantanément. Martine fut surprise, son visage pâlit. Elle demanda ce qui se passait. Le commissaire répondit que ce n'était qu'une inspection de routine. Pas besoin de s'inquiéter. Mais son ton neutre rendit tout le monde tendu.
André se tenait à côté de sa mère. Il avait les larmes aux yeux. Il dit d'une voix forte que sa mère n'avait rien fait de mal. Ce n'était qu'une petite échoppe. Le commissaire regarda André un instant, puis dit calmement que s'il n'y avait vraiment pas de problème, tout irait bien. La police commença à entrer dans la cuisine. Ils examinèrent la grande marmite, la pâte à boulettes, ainsi que plusieurs sacs de viande que Samuel venait de livrer ce matin-là. L'odeur de la viande mêlée à l'arôme des épices remplissait la pièce. Un officier rapporta que des échantillons devaient être emmenés au laboratoire. Le commissaire Bernard hocha la tête, ordonnant que tout soit noté et photographié. Martine se tenait dans un coin de la cuisine, le visage paniqué. Elle essaya d'expliquer que la viande était achetée à un fournisseur régulier nommé Samuel. Elle jura qu'elle n'avait jamais rien soupçonné. Mais la police continua son travail méticuleusement. Dehors, la foule grossissait. Les chuchotements se faisaient entendre clairement. Certains disaient, c'est peut-être vrai que ces boulettes ne sont pas normales. D'autres regrettaient d'y avoir mangé quelques jours auparavant. Dans la foule, Didier, le journaliste local, sourit de satisfaction. Il notait chaque détail rapidement. Pour lui, cette nouvelle était plus grosse qu'il ne l'avait imaginé. Il pouvait déjà imaginer le titre du journal en grosses lettres qui choquerait les lecteurs. Le soir, après la fin de l'inspection, le commissaire Bernard demanda à Martine de l'accompagner au commissariat pour une déposition. Il insista sur le fait que ce n'était pas une arrestation, juste une vérification plus approfondie. Martine faillit pleurer, mais elle essaya de rester forte. André lui serra la main fermement. Le commissaire dit que l'enfant pouvait l'accompagner jusqu'à la salle d'attente. L'échoppe fut ensuite scellée avec un ruban de police barrant la porte d'entrée. Les habitants qui virent cela s'agitèrent encore plus. Certains pointaient du doigt en chuchotant. D'autres accusaient ouvertement Martine. Dans la foule, Yvette semblait satisfaite, bien qu'elle feignît l'inquiétude. Au commissariat, Martine était assise sur la chaise d'interrogatoire. Son visage était fatigué, ses yeux gonflés. Le commissaire Bernard était assis en face d'elle, un dossier à la main. Il demanda d'où Martine obtenait son approvisionnement en viande. D'une voix tremblante, Martine répondit que depuis longtemps, elle achetait à Samuel parce que le prix était moins cher et qu'elle lui faisait confiance. Le commissaire écouta calmement. Ses yeux la fixaient intensément, comme s'ils sondaient son âme. Dans la salle d'attente, André était assis, agité. Il vit plusieurs policiers chuchoter à propos de viande étrange et de la possibilité d'un réseau plus large. Le garçon baissa la tête, retenant ses larmes. Peu de temps après, Rémi vint le rejoindre. Il se sentait coupable car son signalement avait plongé cette famille dans de graves problèmes. Mais il était aussi convaincu que la vérité devait être révélée. André se tourna, les yeux rouges, et dit d'une voix tremblante que si sa mère n'était pas coupable, il s'assurerait que la personne qui fournissait la viande soit punie. Rémi hocha la tête, se sentant de plus en plus lourd du fardeau qu'il portait. Cette nuit-là, le commissaire Bernard ferma temporairement le dossier. Il dit à son équipe qu'il devait attendre les résultats du laboratoire. S'il s'avérait qu'il y avait un réseau plus large, il devait être prêt à y faire face. Martine était assise, la tête baissée, priant dans son cœur. Elle n'avait jamais imaginé que sa petite entreprise, qui voulait juste nourrir les gens, la conduirait à être assise dans une salle d'interrogatoire. À l'extérieur du commissariat, les rumeurs devenaient de plus en plus folles. Le nom de l'échoppe de Martine commença à être cité comme le centre d'un mystère. Certains habitants avaient peur. Certains étaient en colère, d'autres voulaient juste savoir. Clermont-Ferrand, habituellement si calme, commençait à s'agiter. Les jours au commissariat semblaient interminables pour Martine. Depuis qu'elle avait été emmenée pour être interrogée, elle ne pouvait presque plus dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les visages des clients qu'elle avait servis pendant tout ce temps apparaissaient un par un. Comme s'ils exigeaient une réponse. André l'accompagnait fidèlement dans la salle d'attente. Même s'il n'était pas autorisé à entrer pendant que les inspecteurs travaillaient. Le commissaire Bernard était assis dans son bureau, regardant la pile de dossiers sur sa table. Parmi ces dossiers, il y avait un rapport qu'il attendait plus que tout, les résultats des tests en laboratoire des échantillons de viande prélevés à l'échoppe de Martine. Quand un officier entra, porteur d'une enveloppe brune, Bernard l'ouvrit immédiatement. Ses yeux se plissèrent, lisant chaque détail. Une sueur froide perla sur ses tempes. L'échantillon de viande contenait bien des tissus humains. Pas seulement d'un, mais il y avait des indications qu'il provenait de plus d'un individu. Le commissaire Bernard referma rapidement le dossier, soupirant lourdement. Si cette nouvelle fuite dans le public, cette ville pourrait sombrer dans le chaos,
murmura-t-il doucement. Cependant, le mal ne pouvait être caché longtemps. Le lendemain matin, un journaliste obtint une fuite d'une source interne au laboratoire. Didier, qui attendait depuis tout ce temps une nouvelle brûlante, écrivit immédiatement un gros titre dans l'hebdomadaire. Suspicion de viande humaine dans des boulettes à Clermont-Ferrand. La police interpelle la propriétaire de l'échoppe. Ce titre couvrait la première page, provoquant un tollé au marché, dans les rues, et même sur les réseaux sociaux des habitants. Yvette lut le journal en souriant légèrement. Elle se sentit convaincue que ses soupçons étaient justes depuis le début. Elle raconta immédiatement l'histoire à ses voisins d'une voix forte, rendant la rumeur encore plus folle. Certains y crurent, certains étaient en colère, d'autres paniquaient parce qu'ils réalisaient qu'ils étaient clients de cette échoppe depuis des années. Dans le petit quartier où se trouvait l'échoppe de Martine, l'atmosphère changea radicalement. Autrefois, les rires et l'agitation remplissaient toujours la ruelle. Maintenant, l'échoppe était verrouillée avec un ruban de police barrant la porte. Les habitants s'attroupaient, pointant du doigt en bavardant. Certains s'exclamaient qu'ils venaient de manger 2 bols là-bas il y a quelques jours. D'autres disaient que le goût différent avait finalement une raison effroyable. André, qui rentrait brièvement à la maison pour prendre des vêtements, baissa la tête tout le long du chemin. Quelques enfants se moquaient de lui de loin, l'appelant l'enfant de la vendeuse de boulettes humaines. Ses larmes coulèrent, mais il courut rapidement sans se retourner. Au commissariat, le commissaire Bernard convoqua Rémi en tant que témoin initial. Il regarda le jeune homme sérieusement. Il dit que le signalement de Rémi avait provoqué un grand émoi et que maintenant, la population faisait pression sur la police pour qu'elle agisse rapidement. Rémi baissa la tête, se sentant coupable. Il expliqua qu'il n'avait pas l'intention de provoquer une telle agitation. Il voulait juste la vérité. Le commissaire Bernard le regarda avec intensité, mais avec compréhension. C'est justement grâce à ton courage de signaler que cette affaire a pu être ouverte. Mais tu dois être prêt. Les personnes impliquées ne sont peut-être pas des gens ordinaires. Rémi hocha la tête lentement. Réalisant que son petit geste de remettre la preuve l'avait entraîné dans un tourbillon de problèmes bien plus grands. Cette nuit-là, Martine fut rappelée dans la salle d'interrogatoire. Son visage était pâle, ses yeux gonflés de larmes. Le commissaire Bernard posa le rapport de laboratoire devant elle. D'une voix grave, il dit que les résultats du laboratoire montraient clairement la présence de tissus humains dans la viande vendue. « Alors, Martine ? Vous niez toujours ?» Martine éclata en sanglots. « Pour l'amour de Dieu, je ne savais rien, monsieur le commissaire. J'ai juste acheté à Samuel. Je n'ai jamais su d'où ça venait. J'ai même peur d'entendre ça. » Le commissaire Bernard la regarda longuement. Sur le visage de Martine, il voyait plus de panique et d'ignorance que de culpabilité. « Si c'est vrai, alors Samuel est la clé. Pouvez-vous me donner des détails sur cet homme ?» D'une voix tremblante, Martine raconta tout. Comment Samuel venait toujours l'après-midi en portant un sac noir. Comment le prix de sa viande était bien moins cher. Comment, pour maintenir son échoppe en vie, elle avait choisi de lui faire confiance. Ailleurs, Samuel était assis dans un logement locatif miteux. La vieille télévision dans le coin de la pièce diffusait les nouvelles sur l'affaire des boulettes humaines qui faisaient grand bruit. Son visage était froid, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Alors, c'est arrivé jusqu'à la police », murmura-t-il doucement. Il alluma ensuite une cigarette, soufflant la fumée en regardant l'écran. « Si c'est comme ça, il est temps pour moi de déménager. » Le lendemain, le commissariat était rempli de journalistes. Ils se bousculaient pour demander l'évolution de l'affaire. Le commissaire Bernard se tenait devant eux. Son visage était rigide. Il dit qu'il avait bien été trouvé des tissus humains dans l'échantillon de viande. Mais la police ne pouvait pas encore déterminer qui était vraiment responsable. Il demanda à la population de rester calme et de ne pas se faire justice elle-même. Mais ces mots ne parvinrent pas à calmer l'agitation. À l'extérieur du commissariat, un groupe d'habitants criait, exigeant que Martine soit punie. Certains voulaient même aller chez elle. André serra la main de sa mère fermement. « Maman, tu n'es pas seule. Je te crois. » Martine ne put que retenir ses larmes. Sachant que le chemin vers la vérité serait long et semé d'épines. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand n'était plus tranquille. Les rues étaient remplies de conversations des habitants. Les journaux s'étalaient partout. Les rumeurs devenaient de plus en plus folles. Au milieu de tout ce tumulte, le nom de Martine était passé de celui d'une aimable vendeuse de boulettes à celui d'une suspecte aux yeux de la société. Les jours suivants devinrent un cauchemar pour Martine. Depuis l'annonce des résultats du laboratoire,
le regard des habitants était devenu acéré chaque fois qu'elle sortait. Certains fermaient leurs portes à double tour dès qu'ils la voyaient passer. D'autres l'insultaient ouvertement, la traitant de tricheuse qui nourrissait les gens avec de la viande interdite. Martine baissait la tête, tirant André pour qu'il rentre vite, essayant de ne pas entendre ces mots cruels. À la maison, André était assis en silence dans un coin. Ses mains étaient occupées à dessiner dans un cahier. Martine s'approcha et vit un dessin simple. Une mère et son fils debout sous un ruban de police, entourés de gens qui les pointaient du doigt avec des visages en colère. Le cœur de Martine fut brisé. Elle serra André fort contre elle, retenant ses larmes. L'enfant dit à voix basse. Il ne voulait pas que les gens continuent de détester sa mère. Pendant ce temps, au commissariat, le commissaire Bernard tenait une petite réunion avec son équipe. Il dit que cette affaire n'était clairement pas seulement une question de petite échoppe. Samuel n'était que la porte d'entrée vers un réseau plus large. Il ordonna que le portrait robot de Samuel soit diffusé à toutes les unités. Il insista également pour que Rémi soit surveillé de près car, en tant que témoin principal, il pourrait devenir une cible à faire taire. Rémi, qui entendit cela, eut le souffle coupé. Jamais il n'avait senti sa vie si en danger à cause d'un simple bol de boulettes. Mais au fond de lui, il savait que la vérité devait être révélée. Il ne voulait pas que d'autres victimes tombent si ce réseau continuait d'opérer. Dans le quartier, Yvette devint de plus en plus virulente. Elle raconta délibérément que Martine savait depuis longtemps que cette viande n'était pas du bœuf. Elle disait que le prix bas devait avoir une raison sombre derrière. Elle racontait cette histoire avec une telle conviction, comme si elle l'avait vue de ses propres yeux. Plusieurs habitants qui doutaient auparavant commencèrent à la croire. Didier était de plus en plus excité. Il écrivit un article de suivi dans son journal. Il dépeignit Martine comme la principale coupable. Même sans preuve complète, il ajouta des détails sensationnels pour que les lecteurs soient de plus en plus curieux. La nouvelle détruisit davantage le nom de Martine aux yeux de la société. Cependant, tout le monde ne se laissait pas emporter par les rumeurs. Le père Antoine rappela à nouveau ses fidèles après la prière du soir à l'église. Il dit de ne pas porter d'accusation hâtive avant que les preuves ne soient claires. Il insista sur le fait que Martine pourrait très bien être qu'une victime. Plusieurs habitants se turent en entendant ce conseil. Même si tous n'y prêtèrent pas attention. D'un autre côté de la ville, Samuel était de plus en plus agité. Il savait que la police le recherchait. Il faisait ses bagages dans sa maison de location, mettant ses affaires dans un sac. Mais il n'était pas seul. Un homme corpulent était assis en face de lui, le regardant froidement. Il dit qu'à cause de la négligence de Samuel, tous les yeux étaient maintenant tournés vers Clermont-Ferrand. Si le syndicat était démasqué, la vie de Samuel ne vaudrait plus rien. Samuel déglutit, son visage tendu. Il essaya de rester calme, disant que Martine était déjà devenue le bouc émissaire. Tout le monde était occupé à l'accuser. L'homme corpulent ne répondit pas, se contentant de le fixer intensément, ce qui mit Samuel de plus en plus sous pression. Cette nuit-là, Rémi, qui vivait dans sa chambre d'étudiant, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Depuis son retour du commissariat, il avait l'impression d'être suivi de loin. Il se retourna plusieurs fois, mais ne vit personne. Arrivé devant la porte de sa résidence, il trouva une petite pierre posée sur le paillasson. Son cœur s'emballa. Il savait que ce n'était pas une coïncidence, mais un message pour qu'il s'arrête. Dans sa modeste maison, Martine essayait de se calmer. Mais la peur continuait de la hanter. Elle savait qu'elle n'était qu'une victime, mais tout le monde l'avait déjà jugée. André était assis à côté, essayant de la réconforter avec des mots innocents, disant qu'un jour les gens connaîtraient la vérité. Martine caressa la tête de son fils, essayant de sourire malgré les larmes qui coulaient toujours. Le lendemain matin, le commissaire Bernard reçut un nouveau rapport de son équipe. Ils avaient découvert que Samuel avait été souvent vu autour d'un entrepôt désaffecté en périphérie de la ville. Il était possible que cet entrepôt soit le lieu de stockage de la viande avant sa distribution. Bernard décida d'envoyer immédiatement une équipe sur place. Il leur recommanda d'être prudents, car il se pouvait que l'entrepôt soit déjà vide. Quand la nouvelle parvint aux oreilles des journalistes, Didier écrivit à nouveau d'un ton sensationnel. Il écrivit que la police avait trouvé un entrepôt secret où de la viande humaine était stockée. Alors qu'en réalité, l'enquête ne faisait que commencer. Son article provoqua encore plus d'agitation parmi les habitants du quartier. Les rumeurs s'aggravèrent. Certaines personnes commencèrent même à écrire des insultes sur la clôture de la maison de Martine. Certains jetèrent de petites pierres sur le toit de la maison pendant la nuit. André regarda sa mère avec un visage en colère.
Mais Martine le calma. Elle lui dit de ne pas répondre. Laissez le temps prouver la vérité. Cette nuit-là, Rémi reçut à nouveau la visite du commissaire Bernard. Il lui dit que ce témoin était très précieux et qu'à cause de cela, il serait transféré dans une maison sécurisée. Rémi hocha la tête, bien que son visage soit pâle. Il savait que la menace devenait de plus en plus réelle. Mais il était aussi conscient que s'il reculait, la vérité pourrait être enterrée à jamais. Chez elle, Martine resta éveillée jusque tard dans la nuit. Elle regardait le visage d'André, profondément endormi. Ses larmes coulaient. Elle priait pour que son fils soit épargné de la haine et de la calomnie. Elle savait que la tempête était encore loin d'être calmée. Au loin, Samuel alluma une cigarette en regardant l'obscurité de la nuit depuis la fenêtre de sa maison de location. Il marmonna que la police pouvait bien se rapprocher, mais qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Il sourit froidement, convaincu qu'il avait encore une longueur d'avance. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand fut frappé par une pluie battante. Les rues étaient glissantes et désertes. Seul le rugissement occasionnel d'une moto passante se faisait entendre. En périphérie de la ville, dans une ancienne zone d'entrepôt, un groupe de policiers se déplaçait lentement, dirigé par le commissaire Bernard lui-même. Ils suivaient une route poussiéreuse transformée en boue après la pluie. Les lampes de poche éclairaient un bâtiment délabré à la peinture écaillée. L'entrepôt semblait silencieux, seul le bruit des gouttes d'eau tombant d'un toit qui fuyait. 2 policiers s'avancèrent, ouvrant de force la porte rouillée. Le grincement déchira le silence. Dès que la porte s'ouvrit, une odeur nauséabonde se répandit, piquant le nez. Plusieurs policiers se couvrirent la bouche avec un tissu, manquant de vomir. À l'intérieur, la pièce sombre était remplie de sacs noirs en lambeaux. Quand l'un d'eux fut ouvert, il révéla des restes de viande en décomposition. L'odeur était âcre, mêlée de puanteur. L'un des agents murmura, le visage pâle, « Ce n'est pas du bœuf ». Le commissaire Bernard s'approcha, regardant les sacs, la mâchoire serrée. Il savait que cet entrepôt n'était pas un simple lieu de stockage. Sur une vieille table en bois, il trouva un petit carnet rempli de chiffres et de noms griffonnés. Plusieurs noms étaient barrés à l'encre rouge. Bernard lut rapidement, puis regarda ces hommes d'un air sérieux. Ce n'est pas seulement un fournisseur de viande bon marché, c'est une liste de victimes. Mais Samuel n'était pas là. Seules des empreintes de pas humides indiquaient que quelqu'un venait de partir précipitamment. Bernard soupira lourdement. Ils étaient arrivés trop tard. Samuel savait déjà que la police viendrait. Pendant ce temps, dans le quartier, Martine était de plus en plus acculée. Sa maison fut la cible de jets de pierre par des inconnus. Le toit en tôle faisait du bruit au milieu de la nuit, effrayant André. Le garçon serra sa mère fort contre lui, pleurant parce qu'il ne supportait plus d'être traité d'enfant du vendeur de boulettes humaines. Martine essaya d'être forte, disant qu'un jour les gens connaîtraient la vérité. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à vaciller. Dans la petite église, le père Antoine se réunit avec quelques habitants pour les calmer, leur disant de ne pas se laisser entraîner facilement par les rumeurs. Mais sa voix fut étouffée par la colère de certains habitants, qui croyaient déjà aux nouvelles du journal. L'un d'eux s'écria que si la police était lente, les habitants pourraient agir eux-mêmes. Le père Antoine le regarda sévèrement, rappelant que se faire justice soi-même ne faisait qu'ajouter au péché. Chez elle, Yvette était assise avec 2 voisines. Elle était de plus en plus excitée à l'idée de répandre l'histoire que Martine travaillait avec Samuel depuis longtemps. Elle ajoutait des détails à l'histoire comme si elle l'avait vue de ses propres yeux. Alors que tout n'était qu'invention. Les 2 voisines écoutèrent, le visage tendu, puis allèrent à leur tour répandre la nouvelle à d'autres. La rumeur devint de plus en plus folle, comme un feu se propageant dans tout le quartier. Didier, le journaliste, n'était pas en reste. Il écrivit une nouvelle encore plus brûlante. Il écrivit que la police avait trouvé un entrepôt rempli de viande pourrie, présumée humaine. Il décrivit l'atmosphère avec des mots dramatiques, comme s'il l'avait vue de ses propres yeux. Alors que cette information ne lui venait que des chuchotements des habitants. Son journal fit sensation, le nom de Martine fut encore plus sali. Dans sa chambre d'étudiant, Rémi était assis, agité. Il écrivait dans son carnet, essayant d'exprimer sa peur. Depuis son signalement, il se sentait souvent observé. Plusieurs fois, il entendit des bruits de pas devant sa chambre. Mais quand il ouvrait la porte, il n'y avait personne. Cette nuit-là, il trouva une inscription à la craie sur le portail de sa résidence. Juste un mot bref, « Tais-toi ». Rémi trembla. Il savait que ce n'était pas seulement un avertissement, mais une menace réelle. Le lendemain matin, il rencontra le commissaire Bernard et lui montra l'inscription.
Bernard fronça les sourcils et décida de placer 2 policiers en faction près de la résidence de Rémy. Il dit que ce témoin ne devait pas être touché. S'il disparaissait, l'affaire pourrait être bloquée. Rémy hocha la tête, bien que son cœur reste anxieux. Pendant ce temps, Samuel était assis dans un café bon marché à plusieurs kilomètres de l'ancien entrepôt. Il alluma un vieux téléphone portable, lisant les nouvelles en ligne sur l'affaire des boulettes humaines. Son visage était froid, mais ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « La police est toujours confuse, dit-il en ricanant. C'est bien, laissons Martine porter le chapeau pour l'instant. Mais un homme corpulent apparut devant lui. Son visage était sérieux, sa voix froide. Tu as été trop négligent, Samuel. À cause de ta livraison qui a fuité, tous les yeux sont maintenant tournés vers cette ville. Samuel essaya de rester détendu, disant que la femme était déjà le bouc émissaire et qu'il pouvait déménager dans une autre ville à tout moment. L'homme se pencha, le regardant fixement. N'oublie pas qui te finance. Si l'organisation est découverte, ta vie vaut moins que la viande que tu vends. Le visage de Samuel se tendit. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Dans sa modeste maison, Martine était à genoux en prière, les larmes coulant. Elle suppliait pour que son honneur soit bientôt lavé. André était assis à côté, lui tenant la main. Il dit à voix basse qu'il croyait que sa mère n'était pas coupable. Ces mots innocents donnèrent à Martine un peu de force pour tenir. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand sombra dans l'anxiété. La police tentait de retrouver la trace de Samuel. Les habitants devenaient de plus en plus fous avec les rumeurs. Les journalistes écrivaient des nouvelles de plus en plus intenses. Et derrière tout cela, un syndicat sombre et plus large préparait son prochain coup. Ce midi-là, l'air à Clermont-Ferrand était étouffant. Les rues étaient animées par la circulation. Cependant, l'humeur des habitants était toujours empreinte d'anxiété. Depuis que le journal avait publié la nouvelle de l'entrepôt rempli de sacs de viande pourrie, le nom de Martine était de plus en plus sur toutes les lèvres. La petite ruelle où se trouvait son échoppe était maintenant silencieuse. L'enseigne en bois, autrefois baignée dans la vapeur du bouillon, n'était plus recouverte que de poussière et d'un ruban de police. Au commissariat, le commissaire Bernard se tenait devant un grand tableau rempli de photos et de notes. Il y avait le portrait robot de Samuel, la photo des sacs noirs de l'entrepôt, et la liste des noms trouvés dans le carnet. Des lignes rouges reliaient tout, formant un schéma de plus en plus clair. Bernard dit à son équipe que Samuel n'était pas un simple petit fournisseur. Il faisait partie d'un vaste réseau. Un jeune policier leva la main, demandant où les organes étaient vendus. Bernard le regarda sérieusement, répondant qu'il ne s'agissait pas seulement de boulettes, mais d'un trafic d'organes. La viande restante était vendue à bas prix pour effacer les traces. Ces mots firent taire la salle. Tous réalisèrent à quel point l'affaire qu'ils traitaient était horrible. Pendant ce temps, chez elle, Martine était de plus en plus abattue. Depuis que les rumeurs s'étaient intensifiées, certaines personnes avaient commencé à jeter des pierres sur le toit de sa maison. D'autres écrivaient des insultes sur sa clôture. André, bien que jeune, essayait de réconforter sa mère. Il balayait la cour des éclats de verre jetés par les gens. « Maman, n'aie pas peur. Ils peuvent nous détester, mais un jour ils connaîtront la vérité. » Martine caressa la tête de son fils, retenant ses larmes. Elle dit qu'elle tenait bon uniquement grâce à André. Si ce n'était pas pour cet enfant, elle aurait peut-être abandonné depuis longtemps. Mais au fond de son cœur, elle commençait à vaciller. Et si la vérité n'était jamais révélée? Et si tout le monde la croyait coupable pour toujours? Dans le quartier, la voix d'Yvette se faisait de plus en plus forte. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre que Martine travaillait avec Samuel depuis longtemps. Elle répandait la nouvelle que la viande était achetée en toute connaissance de cause, pas par ignorance. La rumeur se propagea rapidement, aggravant la situation. Didier écrivit un nouvel article avec un titre encore plus effrayant. Il écrivit qu'un trafic d'organes existait peut-être depuis longtemps dans cette ville et que l'échoppe de Martine n'était qu'une de ses filières. Sans hésitation, il écrivit le nom de Martine à plusieurs reprises. Comme si cette femme était la principale coupable. Le journal qu'il écrivit se vendit bien, mais son cœur ne ressentait aucune culpabilité. À l'église, le père Antoine entendit les plaintes de plusieurs fidèles. Certains étaient en colère, certains avaient peur. D'autres voulaient chasser Martine du quartier. Le père Antoine se leva, d'une voix calme, rappelant que la vérité nécessitait des preuves. Il dit que si Martine était vraiment une victime, un grand péché attendait ceux qui l'accusaient. Une partie des fidèles se tut, une autre resta obstinée. La nuit, Rémy fut transféré dans une maison sécurisée par la police.
2 agents montaient la garde devant la porte. Mais la peur continuait de le hanter. Il écrivit dans son carnet, y déversant son anxiété. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je dû trouver ça? Mais il arrêta d'écrire, regardant le mur vide. Si ce n'était pas moi, peut-être que personne ne l'aurait su. D'un autre côté de la ville, Samuel se sentait de plus en plus acculé. Il savait que la police commençait à trouver la trace de la voiture noire qu'il utilisait habituellement. La voiture avait été enregistrée entrant et sortant de Clermont-Ferrand toutes les 2 semaines. Samuel s'assit, agité, alluma une cigarette puis dit à ses hommes qu'ils devaient rapidement changer d'itinéraire. Mais l'homme corpulent qui servait de liaison avec le réseau dit froidement, « Ce n'est pas nous qui changeons d'itinéraire, c'est toi qui dois faire le ménage. » Y compris le témoin. Le visage de Samuel se tendit. Il savait ce que cela signifiait. Rémi devait être réduit au silence. Si nécessaire, disparaître. Chez elle, Martine était assise dans le salon sombre avec André. La lumière était délibérément éteinte par peur d'autres jets de pierre. Dehors, on entendait des voix d'enfants qui se moquaient. André serra la main de sa mère fermement. « Ne les écoute pas, maman. Je crois que tu n'es pas coupable. » Ces mots innocents firent à nouveau couler les larmes de Martine. Le lendemain, le commissaire Bernard reçut un nouveau rapport. La police avait trouvé un enregistrement de vidéosurveillance. Une voiture noire s'était arrêtée brièvement près de l'entrepôt avant de se diriger vers l'autoroute. La plaque d'immatriculation était enregistrée au nom d'une société de logistique à Marseille. Mais après vérification, l'entreprise n'était qu'une adresse fictive. Bernard regarda longuement ses notes. Il savait que ce réseau était plus grand qu'il ne l'avait estimé. D'un autre côté, Yvette rencontra Didier. Elle lui raconta avec enthousiasme les dernières rumeurs. Elle disait que Martine n'achetait pas seulement la viande, mais qu'elle savait depuis le début ce qu'elle vendait. Didier nota rapidement, ses yeux brillants. Il sentait que la prochaine nouvelle serait encore plus chaude que la précédente. Samuel, dans sa cachette, se sentait de plus en plus coincé. Il savait que la police se rapprochait. Il alluma un vieux téléphone portable, lisant les nouvelles à son sujet sur les médias en ligne. Il jura doucement. Si c'est comme ça, il est temps que j'agisse plus vite. Il appela quelqu'un du réseau, ordonnant que le témoin principal soit réduit au silence cette nuit-là même. La nuit tomba lentement sur Clermont-Ferrand. Une pluie fine ajoutait à l'atmosphère morose. Dans la maison sécurisée, Rémi était assis, agité. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, les hommes de Samuel se dirigeaient vers lui. Cette nuit-là, Clermont-Ferrand était enveloppé de ténèbres. La pluie de l'après-midi laissait des flaques sur les routes et un air froid transperçait les os. Au péage de Gerzat, plusieurs policiers lourdement armés étaient déjà en position. Les voitures de patrouille étaient garées un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention. Les faibles lampadaires clignotaient de temps en temps, ajoutant à la tension ambiante. Le commissaire Bernard se tenait devant son équipe, vêtu d'une veste noire. Son visage était concentré. Toutes les unités, en position. Rappelez-vous, n'engagez pas le contact avant mon signal. Sa voix était neutre mais ferme, faisant hocher la tête à chaque membre de l'escouade. Les secondes s'écoulaient lentement. Le vent nocturne apportait une odeur de terre humide. Tous les yeux attendaient une chose. L'apparition de la voiture noire qui était la clé de l'enquête. Pendant ce temps, dans la maison sécurisée, Rémi était assis, agité. 2 policiers montaient la garde devant la porte. Mais son anxiété ne diminuait pas. Il regarda son carnet, mais ses mains tremblaient si fort qu'il lui était difficile d'écrire. Soudain, l'électricité se coupa. L'atmosphère de la maison devint obscure, seul le son des grillons à l'extérieur se faisait entendre. Rémi sursauta, essayant de tâtonner à la recherche d'une lampe de poche. C'est alors qu'il entendit des bruits de pas s'approcher, lents mais sûrs. La porte grinça, s'ouvrant légèrement. De l'extérieur, on entendit un murmure grave, « Arrête de parler. Sinon, tu seras le prochain. » Rémi eut le souffle coupé. Une sueur froide coula dans son dos. 2 silhouettes entrèrent. L'une d'elles pointa un couteau. « Silence ou tu meurs » murmura l'homme. Rémi recula. Son dos heurta le mur. Il essaya de penser vite, se souvenant de la formation de base en autodéfense qu'il avait reçue de la police. Au moment où l'homme baissa sa garde, Rémi donna un coup de pied dans la petite table, la renversant. Le couteau tomba, la pièce fut plongée dans le chaos. Rémi courut vers la fenêtre, la brisa avec son corps, puis sauta à l'extérieur, malgré ses blessures. Les 2 hommes crièrent de colère, le poursuivant dans l'obscurité.
Au péage, une voiture noire apparut enfin. La plaque d'immatriculation correspondait aux données de la vidéosurveillance. La voiture roulait lentement. Comme si elle ne réalisait pas qu'elle était surveillée. Cible en vue, toutes les unités prêtes, murmura un policier dans la radio. Bernard leva la main, donnant le signal. Mais soudain, le chauffeur de la voiture sembla méfiant. Il jeta un coup d'œil à droite et à gauche, puis appuya à fond sur l'accélérateur. La voiture fila, à toute vitesse. Bernard hurla immédiatement, « Suivez-la ». Les sirènes retentirent, déchirant la nuit. La voiture noire zigzaga sur la route, essayant de s'échapper par une voie alternative. La police la poursuivait par derrière, bloquant toutes les issues. Bernard ordonna de tirer dans les pneus si nécessaire. L'un des policiers leva son arme, visa le pneu arrière, puis ouvrit le feu. Le pneu éclata, la voiture fit une embardée, manqua de se retourner, avant de heurter la glissière de sécurité. La police l'encercla immédiatement. Arme pointée. Les deux hommes à l'intérieur tentèrent de résister, mais finirent par se rendre. Lorsque le coffre fut inspecté, tous restèrent silencieux. À l'intérieur se trouvait une glacière remplie de morceaux de viande suspects, emballés dans du plastique épais, dégageant une odeur de formol. Plusieurs policiers se couvrirent le nez. Leur visage était pâle. Bernard serra les poings. C'est la preuve que nous cherchions depuis tout ce temps. Pendant ce temps, Rémi courait dans les rues désertes. Son corps était éraflé. Sa main saignait à cause des éclats de verre. Son souffle était court. Mais il continuait de courir. Le bruit des pas de ses poursuivants se rapprochait. Au loin, il vit les gyrophares d'un véhicule de police qui passait. Avec le peu de force qui lui restait, il cria de toutes ses forces. Au secours, la police. Le son fut suffisamment fort pour que la voiture de patrouille s'arrête. 2 policiers descendirent rapidement, courant vers Rémi qui était sur le point de s'effondrer. Son corps tremblait, son visage était pâle. Il dit en bégayant, « Il voulait me tuer ». La police le hissa rapidement dans la voiture, l'emmenant sirène hurlante. Les poursuivants, voyant cela, s'enfuirent dans une autre direction, réalisant que leur mission avait échoué. Cette nuit-là devint une nuit décisive. La police avait réussi à intercepter la voiture noire avec des preuves cruciales. Tandis que Rémi avait survécu à une tentative d'assassinat. Mais le commissaire Bernard savait que ce n'était que le début. Le syndicat auquel il faisait face était bien plus grand que de simples chauffeurs et lâches à gages. Il regarda la voiture noire détruite devant lui, murmurant à voix basse. Leur jeu ne fait que commencer. D'un autre côté de la ville, Yvette se réunit à nouveau avec ses voisins. Elle raconta les dernières rumeurs, cette fois avec encore plus d'enthousiasme. Elle disait que Martine serait bientôt arrêtée. Les 2 autres voisins écoutèrent, le visage tendu, puis allèrent à leur tour répandre la nouvelle. Martine, qui entendit la nouvelle par d'autres, ne put que pleurer. Didier écrivit un nouvel article sur le succès de la police dans l'arrestation de la voiture noire. Il écrivit avec un style dramatique, ajoutant qu'il était fort probable que Martine soit toujours impliquée. Il se fichait de savoir si c'était vrai ou non. L'important était que son journal se vende bien. Mais à l'église, le père Antoine fit un court sermon après la prière du soir. Il rappela aux fidèles de ne pas accuser facilement. Il dit, si une mère qui veut juste nourrir son fils peut être détruite par la calomnie, alors n'importe qui peut subir le même sort. Plusieurs personnes présentes commencèrent à se taire. Leurs visages étaient remplis de doutes. La nuit s'avançait. Chez elle, Martine était assise avec André. L'enfant essayait de calmer sa mère. « Maman, je suis sûre qu'un jour ils connaîtront la vérité. » Martine serra André fort contre elle, retenant ses larmes. Le monde pouvait l'accuser, mais elle avait encore une raison de tenir bon. La salle d'interrogatoire du commissariat de Clermont-Ferrand était froide cette nuit-là. La lumière blafarde des néons blancs projetait de longues ombres sur les murs. Les 2 hommes arrêtés dans la voiture noire étaient assis, les mains menottées. Leurs visages étaient durs, mais leurs yeux trahissaient leur inquiétude. Le commissaire Bernard entra d'un pas calme. Il portait un épais dossier rempli de photos et d'enregistrements de l'arrestation. Il posa le dossier sur la table avec un bruit sec. « Si vous êtes malin, vous pourrez retourner tranquillement dans votre cellule ce soir. Mais si vous faites les têtus, demain, vos noms seront dans tous les journaux. En tant que criminel de haut vol, que choisissez-vous » L'un des hommes ricana. « Nous ne sommes que des chauffeurs, monsieur le commissaire. Nous ne savons rien. » Bernard eut un léger sourire ironique. Il ouvrit le dossier, montrant la photo de la glacière pleine de viande sentant le formol.
Un chauffeur transporte habituellement des passagers. Pas ce genre de contenu dans le coffre. Alors ne me faites pas perdre mon temps. L'homme commença à s'agiter, baissant la tête mais gardant le silence. Mais son compagnon n'était pas aussi résistant. Une sueur froide coulait de ses tempes. D'une voix tremblante, il dit « On nous a juste dit de livrer. » La marchandise était prête à chaque fois que nous venions. Nous n'avons jamais su ce que c'était. Bernard frappa la table avec force. Quel entrepôt? Donnez-moi l'adresse. L'homme se mordit la lèvre, puis baissa la tête encore plus bas. Un entrepôt vide dans la vieille zone industrielle. Mais je jure que nous ne sommes jamais entrés. Tout était prêt à chaque fois que nous arrivions. Bernard nota rapidement. Son cœur battait la chamade. Cela signifiait qu'il y avait un nouveau point à explorer. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, Rémi était assis, la main bandée. Il venait de subir un examen médical après l'incident de l'attaque à la maison sécurisée. Bien que son corps soit douloureux, ses yeux observaient attentivement chaque policier qui entrait et sortait. Bernard sortit un instant, s'approchant de lui. « Tu as fait quelque chose d'important la nuit dernière. Si tu ne t'étais pas défendu, tu ne serais peut-être plus là maintenant. » Rémi baissa la tête, sa voix était faible. « Monsieur le commissaire, ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas ?» Bernard soupira longuement. « Non, mais nous non plus. » Il lui tapota l'épaule, essayant de le rassurer. D'un autre côté de la ville, Samuel apprit la nouvelle que leur voiture noire avait été interceptée. Son visage pâlit, ses mains tremblaient en écrasant sa cigarette. « Idiots, comment ont-ils pu se faire prendre comme ça ?» cria-t-il à ses hommes. L'un de ses hommes répondit, craintif, « Patron, la police a bloqué toutes les routes. Ils devaient nous surveiller depuis longtemps. Nous devons trouver un autre moyen. » Samuel resta silencieux un moment, puis ses yeux brillèrent. « Alors, retournons la situation. Si la police a un témoin, faisons de ce témoin un fardeau pour eux. » Il alluma une autre cigarette. Son visage était sombre. Dans sa petite maison, Martine regardait André, endormi à côté d'elle. Le visage de l'enfant était toujours triste. Chaque fois qu'il entendait quelqu'un parler de Boulette, André baissait la tête, retenant ses larmes. Martine caressa la tête de son fils, priant à voix basse. « Mon Dieu, ne laisse pas mon fils être détruit par cette calomnie. » Mais la calomnie continuait de se répandre. Yvette était assise avec deux autres voisines, racontant avec enthousiasme les dernières rumeurs. Elle disait que Martine savait pertinemment ce qu'elle vendait. Elle ajouta même qu'André l'aidait aussi. Cette nouvelle calomnie, la plus cruelle de toutes, se répandit comme une traînée de poudre. L'idée qu'une mère puisse impliquer son propre enfant dans une telle horreur dépassait l'entendement et, pour beaucoup, confirmait la culpabilité de Martine. La rumeur, alimentée par les articles toujours plus sensationnalistes de Didier, atteignit un point de non-retour. Un soir, alors que Martine et André se terraient chez eux, la peur au ventre, une foule en colère commença à se former au bout de leur ruelle. On entendait des cris confus. « Justice !»« Monstre !»« Qu'il paie !» Yvette observait la scène depuis sa fenêtre, un sourire mauvais aux lèvres, savourant enfin sa victoire. Le père Antoine tenta de s'interposer, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte pour appeler au calme et à la raison, mais il fut bousculé et ignoré. La foule n'écoutait plus que sa propre fureur. Des pierres commencèrent à voler, brisant les fenêtres de la modeste maison. André, terrifié, se serra contre sa mère. Martine, le visage blanc de terreur mais les yeux secs de détermination, le protégea de son corps, murmurant que tout irait bien, tout en sachant qu'ils vivaient peut-être leurs derniers instants de paix. La porte d'entrée commença à céder sous les coups. C'est à cet instant que des sirènes hurlantes déchirèrent la nuit. Plusieurs voitures de police, gyrophares allumés, déboulèrent dans la ruelle, bloquant le passage. Le commissaire Bernard en sortit d'un bond, son arme de service visible, et cria d'une voix qui couvrit le vacarme, « Dispersez-vous. Cette femme est sous protection policière. » La foule, surprise et intimidée par l'arrivée massive des forces de l'ordre, recula. Le commissaire Bernard, flanqué de deux officiers, s'avança jusqu'à la porte défoncée. Il trouva Martine au sol, protégeant son fils. « C'est fini, Martine, » dit-il d'une voix étonnamment douce. « Nous l'avons. Nous avons arrêté Samuel. » Grâce aux informations des deux chauffeurs arrêtés au péage et à l'enquête sur l'entrepôt de la zone industrielle, la police avait localisé la véritable plaque tournante du réseau. Samuel avait été appréhendé alors qu'il tentait de fuir la région. Acculé, et réalisant que ses patrons le considéreraient désormais comme un pion sacrifiable, il avait tout avoué.
Il confirma l'existence du réseau de trafic d'organes opérant depuis Marseille. Il confirma qu'il vendait les restes, la chair humaine, à bas prix à des échoppes sans méfiance pour s'en débarrasser et brouiller les pistes. Et il jura sur sa vie que Martine n'avait jamais, à aucun moment, su la nature exacte de la viande. Elle était, selon ses propres termes, juste une pauvre femme essayant de survivre, la victime parfaite pour son immonde commerce. L'interrogatoire révéla également que Samuel avait lui-même orchestré la tentative d'assassinat sur Rémy pour faire taire le seul témoin qui pouvait le lier à l'échoppe. Le lendemain, le journal de Didier fut supplanté par une édition spéciale d'un quotidien national. Le titre barrait la une, la vérité sur l'affaire DE Clermont-Ferrand, Martine innocentée, un vaste réseau DE trafic d'organes démantelé. Le vent tourna instantanément. La honte remplaça la fureur. Didier fit face à des poursuites pour diffamation et son hebdomadaire local perdit la quasi-totalité de ses lecteurs en quelques jours. Yvette, exposée comme la source des rumeurs malveillantes, devint la paria du quartier. Les mêmes voisins qu'elle avait excités lui tournaient maintenant le dos avec un dégoût silencieux. Quelques jours plus tard, Rémy, enfin en sécurité et libéré de sa maison sécurisée, vint voir Martine et André. Ils se tenaient maladroitement sur le seuil de leur maison aux vitres réparées. « Madame, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu. » Martine l'interrompit, posant une main sur son bras. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, mais ses yeux avaient retrouvé leur lueur de patience. « Non, Rémy. Vous avez fait ce qui était juste. Sans vous, ces criminels n'auraient jamais été arrêtés. Vous avez découvert la vérité. » Un mois plus tard, la petite échoppe de la ruelle restait fermée. L'enseigne en bois avait été enlevée. Un matin brumeux, Martine et André, portant 2 valises légères, montèrent dans un bus à la gare routière. Ils ne regardèrent pas en arrière. L'échoppe était devenue le symbole d'un cauchemar,